La science du sol est une discipline qui s'est développée à partir de la découverte de l'importance du sol comme un élément clé de la nutrition des plantes par son rôle dans la fourniture des éléments minéraux dont la plante a besoin pour sa croissance. C'est une discipline qui a pris de l'envergure à partir des années 1870, à partir de laquelle les premières études sur les classifications des sols ont été pour la première fois définies, ainsi que les principaux facteurs de la formation des sols, comme le climat, la végétation, la roche parentale, le relief et le temps. Depuis le début du XXe siècle, beaucoup de connaissances ont été ensuite acquises compte tenu des progrès théoriques, méthodologiques et techniques de quelques disciplines comme la chimie, la physique et la biologie. La biologie des sols a commencé à être étudiée par l'inventaire des microflores et des constituants organiques du sol, la physique du sol par l'étude de l'hydrostatique et de l'hydrodynamique des sols, et la chimie du sol par le grand progrès dans l'analyse chimique qui ont fait apparaître les premières approches des propriétés physico-chimiques du sol. Les premiers travaux sur la cartographie des sols ont été mis en place vers le début du XXe siècle à des fins d'exploitation des ressources naturelles. À partir de 1950, les connaissances sur les constituants des sols se sont beaucoup développées et ont été essentiellement appliquées aux relations entre la plante et le sol, en se posant plus de questions sur les échelles abordées, comme la parcelle ou le paysage, et aussi les problèmes de la variabilité spatiale. D'autres outils, comme la télédétection et les différentes méthodes de traitement informatique des données, ont beaucoup aidé à l'analyse spatiale et temporelle des sols, de leur évolution et de leur fonctionnement. La discipline sciences du sol étant très large, je me focaliserai sur ma spécialité qui concerne essentiellement l'une des composantes clés du sol, le carbone des sols. Le carbone du sol, anciennement assimilé au terme humus ou encore actuellement matière organique du sol, est un composant du sol très anciennement connu, bien que la connaissance de ces composantes ait beaucoup évolué. L'étude de la matière organique du sol a commencé à prendre de l'importance juste après les 30 ans qui ont suivi la Première Guerre mondiale, période pendant laquelle l'utilisation des engrais minéraux ont connu une évolution fulgurante. En effet, l'utilisation des engrais minéraux est devenue une nécessité pour augmenter la production et nourrir la population. Aussi, une communauté scientifique a montré un intérêt scientifique et social de la gestion de la matière organique du sol dans le cadre de la mise en place du principe de l'agriculture durable. Ces intérêts ont été rehaussés par le développement des sciences de l'écosystème, améliorés par l'augmentation de la capacité des scientifiques pour l'étude de la matière organique du sol et des cycles de nutriments, et aussi des problèmes liés à la dégradation environnementale et à la perte des services écosystémiques. Différentes pratiques alternatives ont été ainsi par la suite développées, comme l'agriculture biodynamique et l'agriculture biologique, qui se concentrent sur une gestion biologique de la fertilité des sols. À partir de 1987, suite à la publication du rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement des Nations unies, la mise en place du concept d'agriculture écologique ou agroécologie ont ainsi vu le jour par la promotion des pratiques comme l'agriculture de précision, l'agroforesterie, le compostage, le paillage, l'agriculture de conservation, qui permettent de restaurer les sols dégradés et de gérer durablement la fertilité des sols. Le développement de ces pratiques a mis en exergue l'intérêt des études de la gestion de la matière organique du sol comme jouant un rôle essentiel dans les différents principes de durabilité des écosystèmes cultivés. Dans les années 2000, la mise en place des différentes conventions suite aux problèmes de changement climatique a développé de nouveaux intérêts sur le sol et la matière organique du sol. En effet, dans ce contexte de changements globaux, le rôle du sol
en tant que compartiment puits de gaz à effet de serre, est devenu l'une des principales alternatives pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur agriculture et essentiellement en milieu tropical. En effet, ce secteur agriculture, par la modification des pratiques agricoles et par l'adoption des pratiques agricoles durables qui augmentent les stocks de carbone du sol, est devenu un secteur porteur d'enjeux majeurs sur l'atténuation des gaz à effet de serre. En effet, en séquestrant du carbone dans le sol, ces pratiques permettent de réduire le dioxyde de carbone de l'atmosphère et atténuer ainsi le changement climatique. Différentes études scientifiques sur les potentiels de séquestration de carbone de différentes pratiques agricoles ont été ainsi beaucoup développées ces dernières années, en prenant en compte les différences en termes pédologiques, climatiques et en étudiant également les différents déterminants de cette séquestration, en prenant en compte également les échelles d'intervention. Les dynamiques de stockage du carbone dans le sol par l'utilisation des outils comme les isotopes stables ont permis de mettre en exergue les dynamiques de stockage de carbone dans le sol pour des systèmes ou modes d'usage étudiés. Au-delà de ce service de régulation du climat, la matière organique, et donc le carbone du sol, fournit également d'autres services écosystémiques comme réserve de nutriments pour les plantes, support pour les micro-organismes du sol, source d'énergie pour les micro-organismes et les réseaux trophiques du sol, et la structuration du sol. Les études effectuées sur la comptabilisation des stocks de carbone sont ainsi de plus en plus associées à la compréhension du fonctionnement des systèmes agroécologiques dans son ensemble et de l'ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques mis en jeu dans ces systèmes. Au-delà des potentiels d'atténuation des pratiques agricoles durables, une attention particulière est de plus en plus portée sur celles qui sont productives, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et qui s'adaptent au changement climatique, comme les pratiques agricoles intelligentes face au climat et les pratiques agroécologiques. Des résultats scientifiques sur les potentiels d'atténuation de ces pratiques et de leur efficacité en termes de production et d'adaptation au changement climatique, ainsi que de la volonté politique des décideurs à avancer vers une agriculture plus soucieuse de l'environnement, qu'est née l'initiative 4 pour 1000, qui est une initiative qui engage les parties prenantes à mener des actions concrètes pour stocker du carbone dans le sol par des pratiques qui maintiennent ou augmentent les teneurs en carbone du sol. L'adoption de cette initiative oblige les pédologues à avancer un peu plus dans la réflexion méthodologique et scientifique qui accompagne la mise en place de cette initiative, comme la mise en place d'une méthodologie standardisée pour l'évaluation de l'impact des pratiques, la réflexion sur la prise en compte de la variabilité des mesures et la définition des échelles d'études et d'intervention. À cela s'ajoute une réflexion sur la dimension socio-économique qui accompagne la mise en place de cette initiative avec des questionnements sur les types de pratiques à mettre en place, sur les démarches de mise en place et de l'adoptabilité des pratiques selon les contextes. L'étude de la séquestration du carbone par les pratiques agricoles durables nécessite de plus en plus une interaction directe avec les promoteurs des systèmes et les décideurs qui développent les politiques de mise en place. En effet, si auparavant les recherches ont été effectuées uniquement sur des parcelles de démonstration afin d'étudier les processus et de quantifier les séquestrations, le passage au milieu réel nécessite une collaboration avec les paysans et les différentes ONG qui mettent en place ces pratiques. D'autant plus que la recherche
est de plus en plus sollicitée par ces différentes ONG, soucieuses de connaître les potentiels de séquestration de leurs pratiques à travers le développement d'outils d'évaluation d'impact carbone des projets ou des pratiques et d'en évaluer les impacts environnementaux. Quant aux interactions avec les décideurs, elles sont devenues presque évidentes, puisque dans presque tous les INDC proposés pour la COP21, presque tous les pays ont affiché l'atténuation par le changement des pratiques agricoles. Les scientifiques doivent ainsi accompagner dans leur mise en place à travers le développement d'outils d'aide à la décision, comme la cartographie, aider actuellement de la télédétection, afin de pouvoir définir, de modéliser et comptabiliser à plus grande échelle l'impact des pratiques. Pour conclure, les nouvelles orientations actuelles ont fait que le sol, en tant que ressource non renouvelable et fournisseur de multiples services, est actuellement au centre des préoccupations mondiales à travers la mise en place de multiples initiatives et de différents programmes internationaux. C'est ainsi une ressource qu'il convient de préserver à travers une gestion rationnelle de la matière organique et donc du carbone du sol. Cette gestion pourra se faire à travers la mise en place des pratiques agricoles durables comme l'agroécologie. Ceci amène les scientifiques du sol à étendre leur sphère d'activité et les oblige à interagir avec d'autres disciplines comme les sciences sociales, mais les oblige également à travailler directement avec ceux qui mettent en place ces pratiques et les utilisateurs directs des produits de leur recherche, qui sont les paysans, les différents ONG et les décideurs.